Évidemment, cet adoubement ne pouvait que mettre en colère les Ivoiriens. Ce que je suis en train de dire, et je l'ai entendu, et je terminerai sur ce point, on nous parle d'un certain sentiment anti-français en Afrique. Il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Mais les Africains, qui sont de plus en plus jeunes, le leadership africain de plus en plus jeune, nous sommes outrés de voir qu'un président de la République de France, jeune, aille trinquer avec des septuagénaires, décriés et vomis par leur peuple. C'est ça le vrai problème. Et comme ils sont à 80% vomis dans leur pays, si vous venez trinquer avec eux, vous voulez qu'on vous aime pour cela? L'Afrique a besoin d'un nouveau leadership. Et c'est ce nouveau leadership que nous voulons incarner. Parce que ce n'est pas M. Ouattara qui est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il a essayé de faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Et aujourd'hui, il veut une dévolution du pouvoir de façon monarchique. Ce que nous n'accepterons pas. Merci. Merci. Christophe Decroix de RTL. Vous nous avez annoncé que vous comptiez vous présenter la présidentielle. Est-ce que ça veut dire que vous comptez rentrer en Côte d'Ivoire malgré les accusations qui sont portées contre vous? Et si oui, quand? Et d'autre part, est-ce que vous ne craignez pas que cette élection présidentielle soit aussi violente que la précédente, avec la multiplication de candidats telle qu'elle s'annonce? Merci. Alors, déjà au mois d'octobre, je disais sur les antennes et interviewé par M. Christophe Boisbouvier ici présent, que la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre et que tel que les choses se passaient, des vents mauvais s'annonçaient pour la Côte d'Ivoire. On me l'a reproché, cette franchise. On m'a dit, ah, M. Soro, vous devez plutôt tenir un discours. J'ai dit non, je suis un whistleblower. J'attire l'attention des uns et des autres sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors vous avez raison de craindre qu'il y ait violence en Côte d'Ivoire. Et pour la première fois de l'histoire de notre pays, au lieu de connaître une crise post-électorale, cette fois nous avons une crise préélectorale. Quand j'entends M. Ouattara dire qu'il donnera sa décision s'il va être candidat ou non en juillet, mais ça veut dire qu'il n'a pas l'intention d'organiser l'élection. Parce que s'il donne sa position en juillet, aucun mécanisme n'a été déjà enclenché pour organiser ces élections. En juillet, il restera août, septembre, octobre pour l'élection. Vous croyez qu'en 3 mois, on pourra organiser cette élection? M. Ouattara est en train de nous dire où vous me laissez me présenter à l'élection présidentielle et l'élection aura lieu, ou vous ne me laissez pas me présenter et alors il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. En ce qui me concerne, je n'ai pas vocation à être président en France. Voilà, je dois rentrer en Côte d'Ivoire pour être président en Côte d'Ivoire. Et je dis bien que nous allons nous organiser de telle sorte que mon entrée soit possible en Côte d'Ivoire. Parce que, et je vais vous le dire, M. Ouattara veut m'écarter de l'élection présidentielle de 2020, tout simplement parce que je suis le favori. Et tous les sondages le disent. Vous ne trouvez pas, et je crois un de mes avocats l'a relevé, c'est le jour où je décide de rentrer en Côte d'Ivoire qu'on découvre que je suis receleur d'un bien immobilier. Qu'on découvre que je vais faire un coup d'État. Je vous rappelle que l'acquisition de la résidence querellée est parfaitement légale. Je dis bien parfaitement légale et c'est une opération qui a été réalisée en 2008. Cela fait 12 ans. Donc, M. Ouattara ne s'est souvenu que j'étais un receleur que seulement le 23 décembre, alors que j'ai été son Premier ministre, j'ai été son président de l'Assemblée nationale, et que jusqu'à aujourd'hui, il me demande encore
de militer dans son parti? Ou bien quand on milite dans le parti de M. Ouattara, on a une immunité particulière? Ensuite, en ce qui concerne la tentative de, je sais pas, atteinte à l'autorité de l'État, un concept brumeux, fumeux, ou vous voulez faire un coup d'État, ou vous n'avez pas à faire un coup d'État, je ne sais pas quelle est cette histoire d'autorité. Je vous rappelle que ces enregistrements ont été réalisés en 2017. N'étais-je pas justiciable en 2017? N'étais-je pas justiciable en 2018? Pourquoi on attend le 23 décembre pour produire une bande sonore comme élément de preuve? Ceci, vous en conviendrez, M. Ouattara veut écarter un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Mais ce qui me désole, que je veux partager avec vous, je suis tout de même parmi ces jeunes qui ont consacré 15 ans de leur vie à s'opposer à l'exclusion de M. Ouattara de la scène politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés en prison parce que nous ne voulions pas qu'on écarte M. Ouattara de l'élection présidentielle. D'abord, M. Ouattara a été empêché de se présenter en 1995. Il a été empêché de se présenter en 2000. Vous savez, c'est curieux, belle ironie de l'histoire. M. Ouattara a eu aussi un mandat d'arrêt pour atteinte, pour coup d'État. Le Ouattara qui est là, qui veut m'accuser de coup d'État. Et il y a une belle phrase que je viens d'apprendre aujourd'hui, il faut que je la retrouve, de Victor Hugo, je ne sais plus où est. Opprimé, opprimé hier, oppresseur aujourd'hui. Donc, M. Ouattara lui-même, qui a été banni, écarté de l'élection, pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse, et pour usage, comment on appelle ça, les avocats, usage de quoi? Faux. Faux et usage de faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vais être franc avec vous. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. Et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire. Et pour laquelle je continue jusqu'à ce jour à demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Je n'accepterai pas que celui qui a eu hier un mandat d'arrêt pour coup d'État, pour faux et pour nationalité douteuse vienne à écarter un fils de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Merci. Ma question, Monsieur le Président Soro, concerne les élections en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne sait pas si le président Ouattara va se présenter. Le seul candidat déclaré, c'est vous. Oui. Quel est le paysage idéal pour vous? Est-ce que pour la Côte d'Ivoire, vous voyez Monsieur Bédier, M. Gbagbo, je ne sais pas qui, comment imaginez-vous la meilleure, le meilleur tableau des candidatures possibles aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous conviendrait à vous comme paysage? Voilà. Non, la seule chose qui me convient, c'est que je sois candidat et que je gagne l'élection. Hein? Je suis candidat et vous savez, vraiment, je veux vous le dire avec sincérité. L'Afrique a besoin d'un nouveau leadership. Depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, et je vais vous dire pourquoi. En 1990, Félix Houphouët-Boigny est président de la République de Côte d'Ivoire. M. Ouattara est son premier ministre. M. Bédier est son président de l'Assemblée nationale. M. Gbagbo est son principal opposant. 30 ans après,
On a encore M. Ouattara, M. Gbagbo, M. Bédié. Entre-temps, en France, les Français ont connu Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Ils sont à leur 5e président. Vous ne croyez pas que le peuple de Côte d'Ivoire mérite de voir d'autres visages 30 ans après? C'est là que se pose le problème. Mais en réalité, nous, jeunes d'Afrique, nous ne pouvons plus accepter que, après avoir élu des personnes, qu'elles viennent s'accaparer, caporaliser l'État et veuillent changer la Constitution pour demeurer au pouvoir. Ça, c'est terminé. Maintenant, et pour terminer, puisque vous avez demandé que je puisse me prononcer sur les personnalités de M. Bédié et de M. Gbagbo, je voudrais vous signaler que M. Bédié et moi, nous avons un accord politique. Nous avons décidé d'aller à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le candidat de l'opposition, qui est le mieux placé, sera soutenu par les autres. C'est-à-dire qu'au soir du 31 octobre 2020, si je suis premier et que je suis qualifié pour le second tour, M. Bédié me soutiendra et vice-versa. Donc, j'ai, pour ma part, donc, cet accord avec M. Bédié. J'ai rencontré Blé Goudé à La Haye et j'ai demandé à rencontrer M. Gbagbo. Nos équipes travaillent sur cette demande d'audience. L'opposition va se regrouper, se rassembler pour constituer l'alternance crédible et imparable pour 2020. Puisque j'ai encore le micro, juste une courte question. Est-ce que dans le bras de fer qui nous oppose là maintenant au président Ouattara, vous avez des soutiens, des alliés dans la sous-région, même s'ils ne sont pas déclarés? Ouattara m'ayant imposé un bras de fer. D'ailleurs, j'ai été très heureux de l'entendre dire dans une interview à BBC que je suis son fils. Heureusement que je suis son fils. Si je ne l'étais pas, peut-être que je serais pendu à un croc de boucher. Parce que exiler un homme, je dis bien exiler un homme, Ouattara lui-même qui a fait combien d'années en exil, venir reconduire ces pratiques, je peux vous dire ma profonde déception. Jamais, et je pense que peu d'entre vous auraient pu imaginer que M. Ouattara, venu du FMI, l'homme policier qui nous disait qu'il a rétabli et relevé l'économie de 120 pays, en soit aujourd'hui, à 3 mois des élections, à ne pas savoir s'il est candidat ou pas. En soit aujourd'hui, et ils vous l'ont dit, à faire des arrestations arbitraires et que la torture encore existe en Côte d'Ivoire. Pour ma part, si je veux parler de moi-même, j'ai quand même 2 jeunes frères de même père, même mère qui sont tenus otages. Ils ne sont pas politiques. On les a pris juste pour faire pression sur ma personne. De telles pratiques, il faut l'avouer, nous les découvrons avec M. Ouattara. Et ça, c'est quelque chose de surprenant. Évidemment, vous me demandez certainement si j'ai le soutien de certains chefs d'État de la sous-région. Vous imaginez bien que je ne vous dirai pas.